romaine de Digne, appelée Digna, est méconnue jusqu'au milieu du XXe siècle. Son existence nous est néanmoins parvenue grâce à quelques sources historiques. Ses premiers habitants figurent sur la liste des tribus transalpines soumises par l'empereur Auguste en 14 avant Jésus-Christ. Ils sont évoqués sur le trophée de la Turbie sous le nom de Brodiontii. La localisation de Digna et le remaniement fréquent des frontières des provinces expliquent les changements d'appartenance. D'abord, rattaché au district militaire romain des Alpes-Maritimes, le philosophe et historien Tacite nous apprend que sous Néron, en 63 après Jésus-Christ, la cité de Digna bénéficie du droit romain, les Alpes-Maritimes étant érigées en province. L'historien Pline l'Ancien évoque dans son Histoire naturelle que Digna est incorporée en 69 après Jésus-Christ par l'empereur Galba à la province de la Narbonnaise. À Thoar, village proche de Digne, une plaque de bronze découverte dans les labours porte une inscription datée de 187 après Jésus-Christ. Mutilée, elle énumère seulement les noms de magistrats. Doumvir, édile, questeur appartenant à la curie de Digna. Plus tard, aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ, Digna, désormais cité de la province des Alpes-Maritimes, sera appelée Civitas Dignensium dans la notice des Gaules. Digna tombe ensuite dans l'oubli. Plus aucune source historique ne l'évoque jusqu'au XXe siècle, où l'archéologie exhume son urbanisme à la faveur de différentes fouilles. En 1984, des vestiges antiques sont découverts au cours de travaux de terrassement liés à la construction d'une résidence pour personnes âgées située à proximité de la cathédrale Notre-Dame du Bourg. Un premier ensemble de 12 salles s'ouvre au sud sur un portique composant plusieurs zones d'habitation construites dès le 1er siècle. Une partie de ces constructions appartient à un ensemble thermal doté d'un système de chauffage au sol appelé hypocauste. La pièce est chauffée grâce à la circulation d'air chaud dans des conduits de terre cuite appelés touboulis et des contrecloisons en briques. L'hypocauste fait partie d'un réaménagement et empiète largement sur la pièce dans laquelle il a été construit. Son sol est appelé suspensura. Il est conservé sur une petite surface et repose sur des piles de briques correspondant à des matériaux de réemploi qui attestent d'une restauration. Ces bâtiments présentaient encore des restes de mosaïques. Tel le sol voisin de l'hypocauste, décoré d'un buste de personnage dessiné de profil à l'aide de tesselles noires incluses dans le béton de Tuileau. Une seconde salle a révélé une mosaïque au motif géométrique original, mais fragmentaire, avec une composition de carrés reliés par leur sommet, associés à des losanges créant un effet tridimensionnel accentué par la présence de nœuds de Salomon et fuseaux disposés à l'intérieur de ces formes. Du deuxième ensemble d'habitations au sol de mortier, dépourvu de décor, nous pouvons mentionner la découverte d'une petite applique d'Eunochoé, gros vase en bronze utilisé pour servir le vin. Elle représente une tête de silène et a été retrouvée dans un mur, utilisée probablement comme porte-bonheur. Entre 1987 et 1993, la cathédrale Notre-Dame du Bourg connaît à son tour des fouilles conduites par Gabriel Démian d'Archimbault, archéologue médiéviste. Son sujet de recherche porte sur les vestiges associés à la christianisation. Mais très vite apparaissent des niveaux archéologiques inférieurs datés des 1er et 3e siècles. C'est le cas à l'ouest, où un mur à pilastres du 1er siècle paraît nettement associé à un second mur parallèle, composant probablement un portique. À l'opposé, côté est, un autre portique est découvert. Ces deux structures faisant hypothétiquement partie d'un ensemble plus important de type forum, incluant un temple, comme le laissent à penser les vestiges retrouvés à proximité de la zone du clocher ou les remplois de chapiteaux intégrés au sommet de ce dernier. L'existence de tels édifices monumentaux peut évoquer le centre civique de la ville entouré d'îlots d'habitation. D'autres sondages confirment la présence d'une vaste occupation antique dans cette zone.
C'est dans cette vallée étroite, au débouché du Mardaric, que dès le 1er siècle de notre ère, une bourgade constituant progressivement la ville antique de Digne s'implante à l'abri et à l'écart de la tumultueuse Bléone. Ainsi, le visage de la ville antique en amont de la confluence du Mardaric se précise. Digna symbolisait la prospérité de la Gaule devenue romaine. C'était une ville ouverte, sans remparts connus, absence compensée par les reliefs imposants de part et d'autre de la cité, servant ainsi de protection naturelle. Plus remarquable, dans le vallon des eaux chaudes, c'est Hospitalia, sorte d'auberge en relation avec la proximité des sources thermales. Ces 18 salles étaient organisées autour d'une cour centrale limitée par un portique et ses murs revêtus d'enduit peint. Le mobilier trouvé révèle une prépondérance de céramique commune locale. En 2018, la construction du gymnase du collège Maria Borelli entraîne la découverte d'un quartier résidentiel antique plus à l'ouest. Cela permet d'envisager une ville antique plus étendue, jusqu'à la confluence de la Bléone et du Mardaric. La surface de l'agglomération est doublée par rapport à celle jusqu'alors supposée à l'est et limitée au quartier du bourg. Là, plusieurs états sont perceptibles. Ils s'échelonnent du Haut Empire, première moitié du 1er siècle de notre ère, jusqu'aux derniers aménagements durant le Bas Empire, aux alentours du 4e siècle. Des tranchées de fondation pouvant accueillir des murs en matériaux périssables, comme la terre crue et le bois, sont les témoins de la première maison construite ici dès la première moitié du 1er siècle. Elle est très vite remplacée vers l'an 50 par un bâtiment maçonné de grande dimension, dont les élévations sont conservées à divers degrés selon les zones et dont les solides fondations en galets de la Bléone pouvaient accueillir au moins un étage. Ce bâtiment principal fonctionne avec d'autres maisons qui viennent s'y adosser de part et d'autre. Une fosse implantée sous les fondations de ce bâtiment a livré 40 gobelets en céramique. Elle est le témoin d'un rituel en usage dans la sphère privée au titre de la protection du lieu et de ses occupants. Le positionnement aléatoire des contenants suggère un geste non codifié. Les gobelets sont jetés dans la fosse de hauteur d'homme sans volonté de les briser. Ce bâtiment résidentiel accueille vers 50 à 150 de notre ère de nouvelles fonctions. La découverte de débris métalliques et des scories à proximité d'un puits évoque la présence d'une forge. Un élément remarquable y a été mis au jour. Une enclumta, pièce rare car bien souvent récupérée. Ce quartier continue d'évoluer. Autour de 150 à 200 de notre ère, l'habitat se densifie. Le bâtiment principal s'agrandit. Les murs antérieurs sont en partie réutilisés et servent de base à l'organisation du nouvel édifice. Au début du IIIe siècle, certains sols en terre sont couverts de béton et galets ou de dalles calcaires. Un mur effondré dans une pièce est recouvert d'un enduit peint de couleur rouge. À son démontage, les archéologues constatent qu'il s'agit d'une cloison légère réalisée en pilettes d'hypocauste. Il est alors envisageable de penser que des termes aient été en usage dans ce quartier du 1er au 2e siècle, puis abandonnés, les matériaux ont été réutilisés. Puis, durant le 3e siècle, des pièces se voient entièrement réaménagées pour être dédiées à un artisanat, comme on peut le constater avec l'installation de fours à pain entre 250 et 300 de notre ère. D'autres sont délaissées. C'est le cas d'une salle, à l'ouest, qui, détruite lors d'un incendie, servira de dépotoir. On date l'incendie grâce au trésor monétaire abandonné lors de l'accident. Il a été constitué à partir de 246-249 de notre ère, avec la présence de monnaies frappées sous Philippe Ier et Philippe II.
L'effondrement du bâti provoqué par l'incendie a fait chuter l'amphore contenant 60 sesterces qui s'est renversé et brisé et en partie déversé sur le sol. Proche de ce site, de nouvelles découvertes de bâtis et de mobilier archéologique, tels que ce mortier et ses pilons trouvés en 2015, cette lampe à huile en 2023, confirment bien la présence d'une zone résidentielle qui s'étend encore plus à l'ouest. Enfin, d'autres sites antiques se sont établis un peu plus loin. Il s'agit de sites ruraux et artisanaux, comme l'atelier de potier de la montagne de Cousson, au lieu dit la Grande Coasse, qui évoque une production de céramique locale de facture simple. Ainsi, peu à peu, au gré des fouilles archéologiques, la véritable physionomie de la ville se révèle à nous. Elle se développait entre les montagnes et les cours d'eau à régime torrentiel et chenaux instables. Les caractéristiques topographiques poussant à la fondation d'une ville discontinue, s'adaptant à son environnement naturel.